Assalamu alaikum. Bienvenue dans votre première émission Rencontre dans la lumière. Vous êtes nombreux à vous demander c'est quoi cette association Multaka Nour, mais plus précisément c'est quoi sa finalité et ses objectifs. Aujourd'hui nous sommes là sur ce plateau avec les membres pour découvrir ensemble cette association. À ma droite j'ai le président Ourfan Touahir, j'ai monsieur Faiswali Ali le vice-président. J'ai Madame Mouanou Kambi, une membre actif, et la secrétaire adjoint Adidja Mambou. Donc, nous sommes là aujourd'hui, comme je viens de le dire, de découvrir votre association finalement. Nous, on aimerait savoir d'où vient cette association, comment elle est faite pour naître et c'est quoi ses origines en fait. Bonjour madame, l'association Multaka Nour, c'est une association de loi 1901 qui a commencé ses activités depuis les années 2004 jusqu'à maintenant. Donc cette association a été créée officiellement en 2010, octobre 2010, voire même en 2011. Quand on a voulu officialiser la création du journal. Parce que nous avons, depuis octobre 2010, un journal qui sort tous les jeudis. Et nous avons souhaité, dans ce cadre-là, que ce journal ait une identité morale. Donc, ce journal a été greffé dans cette association, l'association APCOIEM, Association de partage culturel, d'ouverture sur l'islam et d'éducation de Mayotte. Donc à partir de là, étant donné que notre journal s'appelait Multaka Nour, les gens ont dit ah Multaka Nour, Multaka Nour, Multaka Nour. Et puis récemment, il y a 3 ans, nous avons modifié les statuts et nous avons appelé l'association APCOIEM Multaka Nour. Donc nous avons intégré le nom du journal dans le nom de l'association pour que il n'y ait plus d'amalgame, qu'il n'y ait plus, quand on voit l'association, quand on voit les initiales de l'association, qu'on voit aussi l'association. Là, Monsieur le Président vient de parler du statut officiel de notre association, mais il l'a dit avant que nous avons des activités qui ont débuté depuis 2004. Et c'est quoi ces activités précisément? Ça a commencé par l'enseignement, ce qu'on appelle communément chez nous, les madrasas. Donc des madrasas qui ont été mises en place par Al-Habib Bassan Said Hassan, qui est le fondateur de cette association, de toutes les activités qui sont autour de l'association Multaka Nour. Voilà donc globalement l'origine de notre association. D'accord, là on a très bien compris, mais vous avez dit que l'association a débuté en 2004-2005. De 2004 à 2010, pardon, qu'est-ce qui a été fait concrètement entre 2005 et 2010? Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu officialiser cette association et lui donner un statut moral? Donc tout simplement, nous avions des activités de ce qu'on appelle en Chimaoré Chioni et des majlis tous les jeudis et des daura, centres de vacances que nous avons. Donc ces activités-là, tout se déroulait dans l'habitude sans vouloir déclarer, parce qu'on ne déclare pas forcément un Chioni ou un majlis ou quoi que ce soit. Mais quand on est arrivé en octobre 2010 avec un journal, une production écrite qui est publiée tous les jeudis, là, il avait ce besoin-là de créer un statut à l'association pour que ce journal-là puisse avoir une identité morale. Donc il faut que ce journal ait une existence officielle. Du coup, on a créé l'association en 2011, début 2011, pour que ce journal vienne se greffer à l'association et qu'on identifie le journal comme étant un produit d'une association. D'accord. Mais on l'a très bien compris que vous êtes une association musulmane. Ce n'est pas le cas de toutes les associations qui existent à Mayotte aujourd'hui. Vous êtes une association musulmane reconnue dans l'île, mais on aimerait comprendre, avec toutes ces activités que vous avez développées dans l'île, c'est quoi plus précisément votre philosophie? Qu'est-ce que vous voulez apporter aux Maoris?
En fait, c'est une question très intéressante ce que vous voulez dire, parce que on remarque que toute association a une philosophie. Et je voulais juste reprendre ce que notre frère a dit sur le fondateur. Le fondateur, c'était Maoré, qui est parti très tôt de son île, justement pour faire des études. Et comme il avait un amour pour son île, justement, il est parti en Égypte. Et il a fait ses études là-bas, comme nous, par exemple, quand nous partons en métropole pour faire des études. Donc lui a fait l'université islamique, comme nous faisons des universités laïques. Donc, il a pensé, c'est son domaine en fait, il a pensé son île sur l'islam. Bon, comme c'est un droit à tout le monde, c'est pas fermé. Donc, la philosophie qu'il a pensé pour Mayotte, il a pensé déjà qu'il faut enseigner, c'est l'enseignement. L'enseignement, c'est une instruction, bien sûr, mais l'instruction ne peut pas être simplement une instruction sans éducation. Donc, l'éducation, on voit très bien comment Mayotte se comporte maintenant. Il y avait une situation avant et une situation après. Situation avant, on avait des Fundis qui étaient là, qui n'avaient peut-être pas voyagé, mais ils avaient reçu un islam authentique. Et maintenant, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas dit qu'il y a d'autres islams qui ne sont pas authentiques, mais il y a d'autres interférences. Par exemple, puisqu'on est avec la société française, donc il y a eu des interférences. À tel point que, par exemple, le petit Maoré qui nous sommes a perdu ses repères. Donc maintenant, on parle beaucoup de choses sur, par exemple, l'éducation. Et il faut justement revenir sur l'islam qu'on avait avant pour établir ce genre de choses. Donc l'association, son objectif premier, c'est l'éducation. Quand je dis éducation, ça veut dire éduquer, non pas seulement enseigner, mais éduquer, lui conférer l'enfant ou on va dire un comportement idéal ou approprié pour son avenir. Parce que c'est quelque chose de très important. Par exemple, enseigner, on s'est rendu compte que Mayotte fonctionne sur deux philosophies, ou sur, par exemple, des écoles spécifiques. Ce n'est pas n'importe quelles écoles qui sont à Mayotte. Donc, par exemple, les écoles qui sont à Mayotte, ici, on a le Madhab Shafien, que lui, il a appris, justement. Et comme il ne faut pas oublier que quand il a fait ses études en Égypte, par exemple, en Égypte, c'est on va dire, un enseignement général. Tu peux tout apprendre. Université d'Azhar. Oui, tu peux tout apprendre. Les mathématiques, comme la biologie, comme tout. Donc, il s'est spécialisé par exemple sur le fiqh. Et il n'a pas fini là, justement. Il est parti au Yémen, justement pour voir qu'est-ce que ça peut comporter. Et il a ajouté là-dessus, justement, l'éducation. Il a vu qu'au Yémen, les gens sont basés sur l'instruction, mais aussi sur l'éducation. Parce que si on regarde les enseignements du prophète, il a été surtout envoyé pour parfaire le comportement. Donc c'est pas qu'une question j'insiste bien, c'est pas une question simplement donner des instructions, non, c'est juste l'éducation. Parce qu'à l'heure actuelle, on parle de délinquance. Justement, qu'est-ce qu'un délinquant? C'est quelqu'un qui a perdu ses repères. La plupart du temps, qui retourne contre ses parents. C'est pas quelque chose qu'on a vécu, nous, à une certaine génération. Donc lui, il est basé là-dessus. Il y a d'autres madras. Certains madras, ils enseignent le Coran. C'est très bien. Lui, il a décidé de faire quelque chose de différent. Et il a regardé bien, il a bien analysé comment la société mahoraise fonctionne. Et la société mahoraise fonctionne par exemple sur l'amour du prophète. Si on regarde la majorité des activités qui se trouvent à Mayotte, que ce soit Dairam, Lidi, Molda Chengue, c'est sur l'amour du prophète. Donc, en faisant des majlis, donc c'est comme si il vient suivre cette lignée. En fait, il n'est pas décalé comme certains pensent, mais il suit dans cette... Donc, justement, cette cause, il a reçu le soutien d'autres chefs qui étaient là avant. C'est pourquoi cette association n'est pas posée sur sur du coton. Il n'est pas là pour remettre en cause ce qui est à Mayotte. Au contraire, il vient appuyer. Et c'est ça les choses que les gens doivent comprendre, que c'est une association qui est là pour faire qui est dans la continuité. Et c'est quelque chose de très important à l'heure actuelle où on peut dire que on va dire, je reviens sur la perte des repères.
J'aimerais juste compléter, enfin en complément de ce que disait monsieur le vice-président sur quand il a dit que notre cher il est parti faire ses études au Yémen. J'aimerais juste insister ou préciser sur quelle partie du Yémen. Je ne vous coupe pas, mais est-ce que vous pouvez nous dire, vous parlez, il est parti, le fondateur, qui est ce fondateur? Comment il s'appelle? D'où il vient? Il a dit, il a expliqué, mais on ne sait pas c'est qui. Est-ce que vous pouvez être plus précise, s'il vous plaît? J'ai cité le nom tout à l'heure au début de cette émission. Il s'agit de Al-Habib Bahsan Said Hassan, un enfant Jamaloulaïd, un enfant né à Mayotte d'une mère de Samboro et d'un père grand comorien, qui est un élève d'ailleurs de Cheikh Al-Habib Omar Bounsoumet, le grand wadi connu de l'océan Indien. Au Grand Comore. Oui. Du coup, il est parti poursuivre ses études. Je voudrais juste préciser quelle partie du Yémen. Il s'agit du sud du Yémen, dans la vallée de Hadramaut, et plus précisément dans la ville de Tarim, où il a fait ses enseignements auprès du grand cheikh actuel connu, Al-Habib Omar bin Mohamed bin Salim bin Hafid, dans l'université de Dar el-Mustafa, connue aujourd'hui partout dans le monde. Donc c'était juste pour faire cette précision. Et aussi, pour compléter mon cher collègue, en parlant d'éducation et de la continuité, ici on a par exemple les DARS, donc on utilise pour les fiqh, les robots comme on le dit ici, Babou, Irshad al-Muslimin, on a aussi le Safina Nadia, des livres dont on a enseigné bien avant. Donc pour la Salat al-Nabi, pour l'amour du professeur sallam, on a tous les jeudis des majlis, donc dans les majlis on lit les Barzanji, et un livre aussi qui s'appelle Bia'ul-Lam, et celui-ci, notre fondateur l'a ramené du Yémen en fait. Et on a aussi, concernant l'éducation, on a aussi le Nadwa, et dans le Nadwa, on ramène il y a le Bourda. Voilà, le Nadwa, on lit le Bourda de Imam Oussuri. Donc là, on récite aussi la biographie du professeur sallam et aussi le Daura. Et dans le Daura, il y a il y a aussi l'éducation comportementale. Pardon. Donc on apprend à mieux se comporter en fait dans la société, et on apprend aussi la vie du professeur sallam. À partir de là qu'on apprend en fait le comportement du jeune musulman, ou bien le comportement en fait dans la vie quotidienne, parce qu'il n'y a pas seulement que dans la religion musulmane, puisque si on regarde bien, la religion musulmane en fait se base dans tout, en fait, puisque c'est comment dire, religion universelle. Une religion universelle, donc ils partagent en fait toutes les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs, voilà. Donc dans les daouras, on se regroupe tous ensemble, des enfants ou bien des mères viennent de toutes les coins de Mayotte pour se réunir en fait dans ce même lieu. Quelle tranche d'âge pour les enfants? On peut partir de 12 jusqu'à 18 ans, ou bien moins que ça en fait. De 10 ans jusqu'à 25 ans globalement. Voilà, merci. Et donc dans ces lieux, on se rencontre en fait, on apprend à s'aimer, on crée des liens en fait de fraternité. Donc tu peux avoir par exemple, comme avant dans les daïras, des personnes de Msamboro par exemple qui viennent à Bouini, et à partir de ces liens en fait, du daura, on crée en fait un lien de fraternité. Donc on peut se retrouver à aimer quelqu'un qu'on n'a jamais en fait rencontré, un amour dont on ne peut pas éprouver lorsqu'on est par exemple avec un frère du même sang par exemple. C'est très important ce qu'elle dit, Madame Mambo, que j'aimerais mettre l'accent dessus. Quand elle dit on peut se retrouver à aimer quelqu'un qui n'est pas du même sang que nous. Et je dirais même que nous qui sommes là aujourd'hui sur ce plateau, le premier exemple de ce qu'elle vient de raconter, ce lien de fraternité qui est créé au sein de l'association. Et je dirais même, elle parlait tout à l'heure du Daura, de ce centre un peu, si on peut dire centre comme ça, centre de vacances. Voilà, on peut dire comme ça, un peu centre de vacances. Pendant les vacances, les jeunes venus partout de tout Mayotte se regroupent à un endroit, comme elle l'a expliqué, où il y a, on leur apprend les sciences religieuses, les pratiques, comment faire les ibadah, les kiamoulel et tout ça. Également, la culture mahoraise, que peut-être nous développerons un peu plus tard, mais juste pour dire qu'à la fin de chaque daura,
tu vois les enfants qui sont là, qui vont se quitter parce qu'ils savent qu'ils retournent chez eux. Mais c'est quelque chose de complètement fou. Les jeunes, ils sont là, mais ils sont à larmes. Ils ne peuvent pas se retenir. C'est difficile pour eux de se quitter et de rentrer chez eux. Et même, tu peux trouver des parents qui viennent chercher leurs enfants. Les parents aussi se mettent à pleurer. Les enfants, ils vivent quelque chose d'intense. Je ne saurais pas l'expliquer et personne ne saurait l'expliquer. Il suffit juste de vivre cette chose-là. Donc, c'était juste pour appuyer le fait qu'au sein de l'association, il y a ce lien très fort de fraternité qui est créé. Je voulais juste intervenir là-dessus. Concernant ce qu'elle vient de dire, c'est que vous parlez de Tariqa. Parce que Tariqa, je parle juste de l'exemple modèle qu'on a, puisque Tariqa Chadouli, qui a œuvré un peu pour l'union des Mahorais. J'ai entendu un monsieur très âgé qui disait que bien avant, quand le Tariqa a commencé à disperser à Mayotte, on avait des chefs de village qui étaient comme si une sorte de réseau. Il y avait un cheikh qui donnait des ordres. Et par exemple, lui donnait, par exemple, chaque famille envoyait des étrangers locaux. Et parfois, ces étrangers locaux, c'est-à-dire celui qui vient de Tsingoni, allait habiter à Martinique dans une famille qui ne connaît même pas le père de famille. Et c'est comme ça qu'il créait des liens. Et c'est comme ça jusqu'alors, nos parents, comment ils fonctionnent. Et ils se disent, j'ai une famille à Tsingoni, c'est pas une famille même père ou même mère. Non, c'est une famille justement fraternelle par rapport à la religion. Donc la Tariqa, par exemple, Chadouli a créé ces liens. Et c'est pourquoi qu'on voit maintenant, quand ils se retrouvent, ils se serrent la main. Donc la Tariqa ici qu'on a, parce que c'est une Tariqa qu'on traduit le mot confrérie, parce qu'il y a certains frères qui ne savent pas ce que c'est une Tariqa. C'est une sorte de confrérie. C'est une Tariqa qui est là, comme si qui était cachée, existant. Mais il y a certaines choses qui se retrouvent dans nos coutumes, en fait, sans qu'on se demande d'où viennent-elles. Parfois qui ne viennent pas de Tariqa Chadouli ni Kadri, mais les gens le font automatiquement. Par exemple, je prends un exemple souvent qu'on nous donne, ou qui existe, quand on voit une mère, quand on voit son fils pleurer, il dit Yassine, Yassine, pour le calmer. Mais ça, c'est quelque chose qui vient de Yémen. Yassine, c'est le nom du prophète d'ailleurs, c'est bizarre, il faut se poser des questions parfois. Mais nous, on dit que c'est une culture, on ne se pose pas la question que ça vient d'où. Donc, quand on parlait de Cheikh Hassan, qui a fait ses études au Yémen, ça veut dire qu'il fait une sorte de retour à la source. Et c'est ce qu'on doit faire souvent, nous. On doit se poser d'où on vient. Parce que c'est ce qu'on dit. Quand tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas. Et c'est ça la chose la plus importante. C'est pourquoi on ne veut pas une société désœuvrée, une société qui est ni chat ni chien. Donc là, c'est ça notre objectif. C'est ramener tout le monde pour leur rappeler qui sont d'abord. Qui sont-ils? D'abord, il faut se poser une question, qui sont? C'est pourquoi, il n'y a pas si longtemps, on a invité des conférenciers qui sont venus de France. Vous vous rendez compte qu'ils viennent de France, certains étaient musulmans, certains qui ne sont pas des musulmans, qui sont venus pour nous apprendre notre histoire. Et là, quand on dit ouverture, l'association, c'est le mot ouverture. Mais voilà notre ouverture. On n'est pas fermé. Donc, par exemple, quand on fait des majlis, c'est tout le monde qui vient. De Inde, et ceux qui viennent de Inde nous disent que nous on fait pareil. Donc on se sent rassuré. On n'est pas seul au monde. Parce que quand tu vis dans une île, c'est comme si tu es on dit c'est un monde étroit, fermé. Donc parfois tu vois que ton nombril. Mais quand tu dis ce que vous faites là, c'est ce qu'on fait. Il n'y a pas de différence. Vous n'êtes pas perdus. Vous êtes nos frères comme vous. Donc voilà. Et c'est l'image que je voulais montrer. Juste pour peut-être finir sur ce sujet-là. Notre collègue essaye de nous dire que tout simplement nous avons repris l'islam présent dans la région. Donc l'islam présent dans la région, l'islam pratiqué à Mayotte et qui est connu aujourd'hui comme un islam de paix, un islam de tolérance, c'est un islam qui est originaire de la vallée de Hadramaut.
Donc ces descendants Shirazi ou d'Oman qui sont venus ici s'installer dans l'ancien temps, ce sont des descendants ils ont eu cette éducation de cet islam-là qui vient de la vallée de Hadramaut. Les maulides qui sont pratiqués ici, la tariqa de Chadouli qui vient de... non. La Jordanie. Oui, la Jordanie, oui, c'est le fief, parce qu'ici c'est Chadouli, Al-Ashurtui, c'est Jordanie. Donc c'est toute c'est cette péninsule arabique là et la vallée de Hadramaut où est originaire de notre islam de la région. Donc le moulidi qui est pratiqué ici, il se trouve aussi au Kenya. Donc ceux qui l'ont amené à Mayotte, ils l'ont pris à Tanzanie ou au Kenya. Donc nous sommes dans ce canal de Mozambique là, tous de même confession musulmane et puis de même pratique. Donc il se trouve qu'à Mayotte encore cet islam de paix et de tolérance, et il est encore plus accentué. Donc parce qu'il y a eu moins d'influence notoire des dernières générations. Donc, comme vous avez parlé, vous avez évoqué beaucoup de choses. Vous avez parlé de l'origine, vous avez parlé de vos activités, notamment le Daoura, les Majlis, les Nadwa. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse là aujourd'hui, c'est que vous me dites, c'est quoi finalement les résultats à partir de tout ce que vous faites? Qu'est-ce que finalement ça rapporte? Qu'est-ce que ça rapporte à la population mahoraise?